Les paysages de l'Espagne à l'ambiance celte. Le regard tourné vers l'océan. Nous entrons dans les Asturies par l'un de ces petits ports typiques. Puerto de la Vega, bien à l'abri derrière ses digues. Ici, l'on trouve l'authenticité des Asturies maritimes et le regard malicieux d'Alfredo, un ancien pêcheur. C'est un village très tranquille, oui. À cette saison, ils pêchent le maquereau, les bateaux qui sont devant. Dans les Asturies, la pêche est importante parce qu'ici, on ne vit quasiment que de ça. On perd quelques entreprises, mais on vit surtout de la mer. Les bateaux ont passé 2 jours au port à cause du mauvais temps. Le ciel se découvre alors. Eduardo prépare ses lignes. Là, c'était un peu fastidieux, trop compliqué. Mais demain, ce sera peut-être mieux, on ne sait pas. C'est comme ça la mer, si on veut sortir pour travailler. C'est difficile de sortir du port? La sortie, c'est très compliqué quand la mer est dangereuse. Ici, l'entrée est un calvaire. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Pour découvrir les Asturies, nous allons longer la côte. 350 km de littoral. Et dans la partie occidentale, des falaises à couper le souffle, que l'on déniche au bout de routes escarpées. Ici, la côte semble avoir été déchirée par la mer Cantabrique pour offrir un paysage vertigineux. L'atmosphère est sauvage, préservée. Un paysage que ces voyageurs portugais sont venus chercher. C'est magnifique, c'est une très belle vue. La mer est une couleur si bleue, je pense que c'est unique. Le bruit des vagues, c'est bien pour méditer. Nous partons dans l'extrême est des Asturies. La principauté est un territoire à part en Espagne, dont la géographie a façonné l'histoire. Un peuple protégé pendant des siècles par une grande cordillère montagneuse d'un côté et l'océan de l'autre. Au XVIIIe, XIXe siècle, il était plus facile d'aller aux Amériques qu'à Madrid. La région en a gardé un témoignage flamboyant, les maisons des Indianos, notamment dans la ville balnéaire de Ribadesella. Normalement, les Indianos mettaient un palmier juste à côté de la maison. C'est le succès. Des palmiers et des maisons colorées. Ici, le front de mer abrite plusieurs de ces bâtisses de colons partis faire fortune à Cuba, Porto Rico ou au Mexique. C'est intéressant parce que les Indianos, à l'origine, ce sont classe modeste, avec peu d'argent. Ils sont partis en Amérique sans savoir rien. Et là, ils ont eu du succès économique. Aux indépendances, les Indianos sont revenus et ont bâti ces somptueuses maisons. Il fallait exhiber sa fortune. Je dois faire une maison avec beaucoup de couleurs, beaucoup de volume. Et c'est l'exemple qu'on voit là. Nous sommes un pays qui, à l'origine, est pêcheur et des paysans aussi. Alors, ce qui était inédit, c'est d'avoir, parmi tout ça, des maisons de luxe, des maisons de l'aristocratie, de la noblesse. Aujourd'hui, c'est un patrimoine, je crois, quelquefois éclatant. Et de patrimoine, les Asturies n'en manquent pas. C'est ce que nous allons découvrir en rejoignant la capitale, Oviedo. Il se dresse comme un symbole, un protecteur de la ville d'Oviedo depuis près de 70 ans. Le Christ du mont Naranco domine la vallée et regarde les montagnes au loin. Pour beaucoup d'habitants, c'est une promenade quotidienne. C'est fabuleux, non? C'est très beau. Subimos lunes, martes, miércoles, jueves et viernes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Dimanche. Samedi, dimanche. Et pourquoi? Ah, pourquoi? C'est pour faire notre sport. On fait 14 ou 15 km par jour. Le monument accélère notre cœur. Une statue du Christ ici, c'est loin d'être incongru. Parce qu'Oviedo a une histoire importante avec la chrétienté. Elle n'a été conquise ni par les Vikings ni par les morts. Et subsistent ici des vestiges parfaitement conservés de l'art pré-roman, comme ce palais du IXe siècle, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Mais il y a plus étonnant encore.
La cathédrale a une particularité que va nous montrer David, un guide intarissable. Il y a quelque chose que je veux vous montrer qui n'existe dans aucune autre cathédrale espagnole. Une arche que l'on voit au fond, qui nous signale, qui nous dirige vers le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est unique en Espagne. L'arche a été volontairement construite de travers, une prouesse architecturale, et dans son axe, la statue d'Alphonse II, roi des Asturies primitifs de Compostelle. La reconquête de l'Espagne musulmane par les chrétiens a commencé dans les Asturies. Il y a une expression très espagnole qui dit « Les Asturies, c'est l'Espagne et le reste, ce sont des terres conquises ». Parce qu'avec le temps, s'est forgée l'idée de la reconquête. Elle a commencé ici, puisque c'était le foyer chrétien, et peu à peu, elle a gagné le sud en grignotant les territoires musulmans. Oviedo, capitale religieuse, mais pas seulement. Mi-asturienne. Et une culture très ancienne, celle du cidra. Une rue lui est d'ailleurs totalement dédiée. Les Espagnols se pressent dans les cidreries pour cette boisson de pomme servie de manière originale. Le cidre dans la bouteille ne fermente pas, on dit qu'il est mort. Le servir comme ça le ravive. En versant, on lui incorpore de l'oxygène. La petite mousse apparaît, on lui redonne vie. Ça rend le cidre meilleur et ça lui enlève un peu d'alcool aussi. Plus on sert de haut, mieux c'est. La posture est une tradition asturienne, on fait comme ça depuis longtemps. Un cidre sec, tout juste oxygéné, qui se boit d'un trait. Ici, nous, on appelle ça une tradition depuis des années. On pourrait croire que c'est une curiosité, mais non, ça fait partie de nous, c'est tout. Laissons Oviedo, nous allons prendre la direction des montagnes pour découvrir une autre facette des Asturies. Nous avons rendez-vous avec une famille française installée depuis 4 ans dans les montagnes. Enchanté, bienvenue. Pierre Boutonnet et sa femme Marie ont choisi les Asturies pour y construire un gîte au cœur d'une nature et d'une faune sauvage préservée. On rentre les brebis et les chèvres tous les soirs pour les mettre quand même un peu à l'abri des prédateurs, parce qu'il y a un peu du monde autour dans la forêt ici la nuit. On a les ours et les loups qui sont autour là. Bon, on les voit pas forcément facilement, mais on sait qu'ils sont là. Et on les voit là des fois, là, qui passent là, ouais. Ils passent dans le pré, ouais. Et c'est justement ce que le couple est venu chercher ici, faute de pouvoir le trouver en France. Une harmonie avec la diversité naturelle. Nous, on prétend essayer de tout faire, c'est-à-dire cohabiter avec la vie sauvage et les animaux domestiques. On a réussi à garder tout notre cheptel au milieu des ours et des loups. Voilà. Ça, c'est pour nous un grand bonheur, quoi. Les ours des Asturies sont environ 400 dans ces montagnes. Et nous allons tenter de les voir. Il n'y a pas de meilleur guide naturaliste que Pierre Boutonnet pour cela. Spécialiste des grands carnivores, il emmène souvent des groupes de touristes et sait où regarder. Ils se sont réfugiés dans les versants les plus raides, parce que c'est vrai que c'est là où ils sont les plus tranquilles. J'en ai un. Oh, on a du bol. Il est un peu loin, mais j'en ai un. Voilà, je l'ai là. Il est dans la longue vue. Ah, ben c'est exactement ce que je disais. Il est en pleine falaise. Ah, c'est fabuleux. C'est un truc de fou, là. Là. Il mange des petites plantes herbacées. L'ours est végétarien à 85%. Hein. Le printemps, le début du printemps, il est sur du végétal. Des plantes. Il peut manger des épinards sauvages, des pissenlits. Nous allons tenter de nous rapprocher. Ouais, je l'ai. Regarde ce qu'il fait. Oh, regarde ça. L'ours n'a jamais disparu des montagnes asturiennes. L'homme et le carnivore ont adapté leur territoire pour cohabiter. C'est ça qui me plaît, c'est que regarde, il est là, regarde où est le village. Il est à 300-400 mètres au-dessus du village. On entend le coq, la tronçonneuse, le tracteur du paysan, les vaches, et tout le monde est en place, tout le monde vit sa vie. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, parce que bon, la vie c'est des problèmes, mais ça se passe plutôt bien. Les ours se sont adaptés, et ici on est dans une montagne humanisée, avec des activités qui ne sont pas incompatibles avec la faune sauvage. Il est temps de quitter ces montagnes accueillantes, ces paysages ruraux et traditionnels. Nous partons vers un autre massif des Asturies, beaucoup plus abrupt, les pics d'Europe. Mais impossible de ne pas faire un arrêt sur notre route dans ces contreforts d'Espagne.
le sanctuaire de Covadonga. On y vient en pèlerinage ou pour célébrer un événement important. J'aime ce lieu depuis toujours. La Vierge de Covadonga, c'est sacré pour nous. J'y suis très attachée. Sous la grotte où serait apparue la Vierge, l'eau est légendaire. La boire assurerait, dit-on, de se marier dans l'année. Je crois qu'il faut en prendre un peu de ces 7 petites bouches-là pour fonder un foyer. Moi, je ne suis pas d'ici, mais je voulais venir voir. J'aimerais bien me marier. Pour la dernière étape de ce voyage, nous nous enfonçons dans les gorges de la montagne. Les parois sont de plus en plus vertigineuses et les lacets de bitume offrent des panoramas spectaculaires sur les pics d'Europe. Et c'est ici, au bout de la route, que l'on trouve un fromage d'altitude très original, le Cabrales. Ravier est l'un de ses producteurs. Fromage, mais dans une grotte, au cœur de la montagne. Comme vous pouvez le voir, ce sont des grottes naturelles. La seule chose qu'on a aménagée, c'est l'entrée et le sol pour travailler plus facilement. Mais le fromage de Cabrales doit être affiné dans des grottes naturelles. C'est très important de laver pour que le bleu se développe lentement à l'intérieur et que la qualité finale soit bonne. Un fromage fort et crémeux à la fois, que moins de 30 producteurs fabriquent à 1000 mètres d'altitude. Un massif imposant qui ferme la principauté des Asturies. De l'autre côté, c'est une autre Espagne.